à tous. Nous allons voir aujourd'hui la suite du chapitre de l'impôt sur le revenu. Donc, on a vu au niveau des revenus professionnels, à titre de rappel, qu'il y a 4 régimes. Il y a le régime RNR, le régime RNS, le régime des bénéfices forfaitaires et le régime auto-entrepreneur. Et dans le régime de RNR et RNS, il faut tenir une comptabilité selon les normes du CGNC, du Code général de normalisation de comptable. Donc, en calculant le résultat fiscal, et à la différence entre RNR et RNS, c'est que RNS, les provisions ne sont pas déductibles et pas de report déficitaire. Et il faut calculer, on parlait de la cotisation minimale. La cotisation minimale, le taux de cotisation minimale est de 0,5%, 0,25%. Le taux normal, c'est 0,5%. Il y a le taux réduit 0,25%. Et il y a le taux de 6% pour les professions libérales. Puis nous avons vu également les revenus fonciers et les profits fonciers, la TPI. Nous allons voir aujourd'hui les revenus salariaux, également les revenus des capitaux mobiliers et les profits des capitaux mobiliers. Et on va terminer avec les revenus agricoles et la liquidation de l'impôt. Alors pour les revenus salariaux, d'abord, selon l'article 56 du Code général des impôts, on entend par les revenus salariaux les traitements et les salaires. Le salaire signifie la rémunération principale versée par les entreprises, les administrations publiques et les collectivités territoriales aux personnes à leur service. Donc il est en contrepartie d'un travail. Ils sont constitués de les salaires et les traitements sont constitués du salaire de base, c'est-à-dire le nombre d'heures multiplié par le taux horaire normal, plus les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, la durée légale du travail est de 44 heures par semaine. Au-delà de 44 heures par semaine, c'est des heures supplémentaires qui peuvent varier de 25% à 100%. Ça dépend des jours ouvrables ou des jours fériés ou de repos. Plus les primes sont inclus également dans le, si vous voulez, dans le salaire de base, dans les salaires et les traitements. Vous avez également les indemnités, les émoluments. Donc, il y a une différence entre les indemnités et les émoluments. Les indemnités considérées comme un complément de salaire, il s'agit par exemple des indemnités de déplacement, de fonction, les indemnités de logement, les indemnités de licenciement. Et les émoluments, ce sont des rémunérations pour les personnes exerçant un travail de profession libérale. Il y a également les allocations spéciales et remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration, les pensions de retraite, les rentes viagères en cas d'accident de travail, et vous avez les avantages en argent, par exemple le loyer, les frais médicaux, ou en nature, par exemple, les voitures de service ou le logement. Donc, voilà comment ils sont constitués, si vous voulez, le salaire brut global. Il est constitué de ces éléments. Puis, pour calculer l'IR salarial, il y a des étapes à suivre. Donc, il y a 5 étapes. La première étape, il faut déterminer le salaire brut global. La deuxième étape, il faut déterminer le salaire brut imposable. Et le salaire brut imposable, c'est la différence entre le salaire brut global et les exonérations. Troisième étape, on doit calculer le salaire net imposable. Et comment calculer ce salaire net imposable? Ce salaire net imposable, il se calcule sur la base du salaire brut imposable, moins les déductions sur salaire. Quatrième étape, il faut calculer l'IR brut à partir du salaire net imposable, multiplié par le taux d'imposition correspondant moins la somme à déduire, parce que l'IR est progressive. Et enfin, on calcule l'IR net, c'est-à-dire l'IR brut moins les déductions sur impôt. Et dans les déductions sur impôt, il y a les charges de famille. Donc voilà comment on calcule l'IR net sur les salaires. D'abord, la détermination du salaire brut global, il est déterminé, donc, comme j'ai dit, du salaire de base, c'est-à-dire la rémunération initiale du travail. À titre de rappel, il est déterminé en multipliant le nombre d'heures par le taux horaire normal, plus les heures supplémentaires. Il y a également les indemnités qui sont destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction, exemple les indemnités de déplacement. Nous avons également les primes, qui ce sont des majorations de salaire octroyées aux salariés à titre d'aide et pour les motiver, et de motivation.
On a l'exemple de primes d'ancienneté, les primes de rendement, les primes de responsabilité, les primes de recadrement. Nous avons également les avantages en argent et en nature. Ce sont les montants versés et n'ayant pas une contrepartie directe, donc ils sont considérés comme des avantages. Par exemple, le logement de fonction, le remboursement de loyer, les frais de scolarité, les frais médicaux de soins sont également introduits dans les avantages en argent et en nature. Vous avez les allocations familiales. Alors, ces allocations concernent les enfants à charge et sont versées par les organismes de prévoyance sociale. Alors, leur montant s'élève à 300 dirhams par mois et par enfant pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams pour le reste, pour les 3 suivants. Donc dans la limite de 6 enfants. Alors, pour bénéficier bien sûr de ces allocations familiales, l'âge de l'enfant ne doit pas dépasser 12 ans. Et cette limite d'âge est fixée à 18 ans lorsque l'enfant est placé en apprentissage et à 21 ans lorsque l'enfant a obtenu son baccalauréat et qu'il poursuit ses études. Et aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants handicapés et ils ne disposent pas d'un revenu stable. Donc voilà pour les allocations familiales. Donc salaire brut imposable égale salaire brut global moins les éléments exonérés. Alors quelles sont ces exonérations? D'abord, il y a les indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction, dans la mesure où ils sont dûment justifiés, doivent être justifiés. Par exemple, les indemnités de déplacement doivent être justifiées, les indemnités de représentation doivent être justifiées pour qu'ils soient exonérés. Nous avons également les allocations familiales. Les allocations familiales et d'assistance à la famille, comme les primes de naissance, l'allocation de décès, les aides exceptionnelles au logement. Donc ça rentre dans les allocations familiales qui sont exonérées. Ça rentre dans le salaire brut global et par la suite sont exonérés. On les diminue. Les rentes viagères et les allocations temporaires versées aux victimes d'accidents du travail. Nous avons également les indemnités journalières accordées aux personnes bénéficiaires de congés de maladie, d'accidents et de maternité, les indemnités de licenciement et même de départ volontaire. Nous avons les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la durée est minimum 8 ans. Donc ce sont des prestations liées au contrat d'assurance vie, sont exonérées. Et les frais d'alimentation, les frais de nourriture sont exonérés, mais dans la limite de 30 dirhams par jour et avec un plafond de 20% du salaire brut imposable. Les indemnités de stage mensuelles plafonnées à 6 000 dirhams sont exonérées également. Les cotisations patronales et de sécurité sociale, vous avez les salaires mensuels bruts inférieurs à 10 000 dirhams, sont exonérés également pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié. Puis, on doit calculer le salaire net imposable. Et le salaire net imposable, c'est le salaire brut imposable moins les déductions sur salaire. Quelles sont ces déductions? D'abord, il y a les frais professionnels qui correspondent aux frais liés à l'emploi ou à la fonction. Alors, cette réduction est calculée au taux de 20% du salaire brut imposable, exclusion faite des avantages en argent et en nature. Donc, on ne prend pas en considération les avantages en argent et en nature dans les frais professionnels, avec un plafond de 30 000 dirhams par an et 2 500 dirhams par mois. Nous avons également comme déduction la cotisation à la CNSS, bien sûr pour les prestations sociales de court terme et de long terme c'est-à-dire pour constituer des pensions de retraite, et de court terme pour couvrir les risques de maladie. Ça, c'est le régime de base. Le taux fixé est de 4,48%, donc c'est le salaire brut imposable multiplié par 4,48%, avec un plafond de 6 000 dirhams par mois et 72 000 dirhams par an. Nous avons également l'AMO qui est obligatoire, l'assurance maladie obligatoire. C'est un système pour la couverture des risques de maladie. Et ce système est géré par 2 organismes, si vous voulez. Il y a l'organisme, la CNSS pour les salariés du secteur privé et la CNOPS pour les fonctionnaires du secteur public. Le taux fixé est de 2,26%. Donc, auparavant, c'était 2%. Maintenant, depuis 2015, je pense que c'est 2,26%. Et donc, c'est le salaire brut imposable multiplié par 2,26%. Et il n'y a aucun plafond, contrairement à la cotisation à la CNSS. Cotisation à la CIMR, donc à la retraite complémentaire. Alors,
ce régime de retraite complémentaire est géré par la CIMER et, donc le taux varie de 3% à 10%, donc c'est complémentaire, donc ce n'est pas obligatoire, c'est complément pour bénéficier d'une retraite complémentaire. Donc c'est le salaire brut imposable multiplié par le taux qui varie entre 3 à 10% et il n'y a aucun plafond. L'assurance retraite. Là, on prend selon le contrat le montant d'assurance, le montant donc en plus des pensions constituées de régimes de base et de complémentaires, alors le salarié peut bénéficier de ce contrat d'assurance retraite, mais avec une compagnie d'assurance qui doit être établie au Maroc. La déduction est limitée à 50% du salaire net imposable. Mais si le salarié dispose d'autres revenus, il a le choix. Il a le choix de déduire dans la limite de 50% du salaire net imposable ou bien 10% du revenu global net imposable. Mais là, je parle pour 10% du revenu global net imposable. Ça concerne les salariés qui disposent de plusieurs types de revenus. Cotisation à l'assurance groupe. Alors, les contrats d'assurance groupe souscrits par l'employeur maintenant au profit de ses salariés en vue d'assurer une couverture supplémentaire contre les risques de maladie, d'invalidité ou de décès. Et ces cotisations sont déductibles à condition que le contrat profite l'ensemble du personnel de l'entreprise. Nous avons également les intérêts des prêts contractés ou la rémunération convenue d'avance dans le cadre du contrat Mourabaha ou de marge locative dans le cadre de Ijara Moutayyib Timnik, accordés pour l'acquisition et la construction d'un logement destiné à l'habitation principale du salarié. Alors, ils sont déductibles dans la limite du 10% du salaire net imposable. Et pour le logement social, on prend le montant principal et le montant des intérêts comme déduction, mais pour l'acquisition d'un logement social. Et d'après le Code général des impôts, il y a des conditions pour dire, voilà, c'est un logement social. Parmi ces conditions, il faut que la superficie varie entre 50 mètres carrés à 80 mètres carrés et le prix de ce bien, le prix hors taxe, ne doit pas dépasser 250 000 dirhams. 250 000 dirhams. Donc voilà. Une fois on calcule les déductions sur salaire, on peut déterminer donc le salaire net imposable et on peut déterminer par la suite, quatrième étape, l'IR brut. Et l'IR brut, c'est le salaire net imposable multiplié par le taux d'imposition moins la somme à déduire. Et puis, dernière étape, l'IR net, c'est l'IR brut moins les déductions sur impôt. Et nous allons voir par la suite quelles sont ces déductions. Les taux d'imposition donc varient entre 0%, c'est-à-dire exonérés, à 38%, ceux qui sont exonérés dont le salaire est inférieur ou égal à 2500 dirhams. Supérieur à 2500 dirhams, entre 2500 1 dirham et 4166 dirhams, c'est 10%, et ainsi de suite jusqu'au 38%. Donc en plus de 15 000, c'est 38%. 30 000, 15 000, 20 000 dirhams, donc au-delà de 15 000 dirhams, c'est 38%. Maintenant, on passe aux revenus et profits des capitaux mobiliers. Alors pour les revenus des capitaux mobiliers, là, vous avez, si vous voulez, deux familles. Il y a, si vous voulez, les titres de capital, les titres de propriété, là où il y a les produits des actions, des parts sociales et les revenus assimilés. Et vous avez les titres de créance, notamment les revenus de placement à revenu fixe, qui génèrent un revenu fixe. Les produits, si vous voulez, d'actions génèrent des revenus variables. Et là, il y a le risque, si vous voulez. Alors, le fait générateur est constitué par l'encaissement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte du bénéficiaire. Et pour les titres de propriété, il y a tout ce qui est dividendes et les produits de participation, les sommes prélevées sur les bénéfices pour racheter des actions, le boni de liquidation en cas de liquidation de la société est en difficulté, on veut liquider la société, on va distribuer de bonis de liquidation. Ces bonis de liquidation sont imposables. Les distributions occultes, dissimulées dont les charges est découverte par l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal, également sont imposables. Pour les revenus des placements à revenus fixes, on entend par ces PPRF
produits de placement à revenu fixe, des intérêts et autres produits des obligations. Donc, on trouve les obligations, les bons de caisse, les bons de trésor, les certificats de dépôt, les bons de société de financement. Alors, tout ça, ça rentre dans les revenus des placements à revenu fixe. Et pour les taux d'imposition, ça varie. Il y a 3 taux. Il y a le taux de 15% libératoire et s'applique aux produits d'actions et parts sociales et revenus assimilés. Il s'applique également aux revenus bruts du capitaux mobilier de sources étrangères. Et nous avons le taux 20% non libératoire. Donc là, il n'y a pas de risque, le taux augmente. Donc le taux fixé est de 20%, mais non libératoire et s'applique aux revenus des placements à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk. Bien sûr, lorsqu'ils sont perçus par des personnes morales et les personnes physiques imposables à l'IR selon le régime RNR ou RNS. Pour les autres régimes, c'est-à-dire bénéfices forfaitaires et l'auto-entrepreneur, le taux appliqué est de 30% et même pour les particuliers, le taux appliqué est 30% libératoire. Pour les profits sur cession des valeurs mobilières, maintenant les profits, donc l'impôt sur la plus-value, si vous voulez, ou sur le profit. Alors, ceux qui sont exonérés de ces profits sur cession des valeurs mobilières, on trouve lorsque le montant de cession ne dépasse pas le seuil de 30 000 dirhams, donc les profits sont exonérés. Et en cas de donation de valeurs mobilières, actions ou obligations, titres de créance ou titres de capital, effectués entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs. Donc ils sont exonérés de l'impôt sur les profits sur cession des valeurs mobilières. La base imposable est constituée donc pour calculer le profit net imposable, c'est le prix de cession moins les frais de courtage et de commission, parce qu'une cession nécessite de payer des frais de commission et de courtage ou d'intermédiation, moins le prix d'acquisition plus les frais de courtage et de commission. Donc lorsqu'on fait cette différence, on trouve le profit net imposable. Et les taux d'imposition varient. Vous avez le taux 15% pour les actions cotées en bourse et pour les actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions. Et on a le taux 20% pour les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créance sur les actions non cotées en bourse, sur les OPCVM d'obligations monétaires et diversifiées. Donc, vous voyez que pour les actions cotées en bourse, c'est 15%, les actions non cotées en bourse, c'est 20%. Nous avons les cessions des valeurs mobilières émises par le fonds de placement collectif en titrisation, des cessions du titre d'organismes de placement au capital risque, les OPCR, donc sont imposables à 20%. Et le taux de 20% s'applique également pour les profits bruts de capitaux mobiliers de sources étrangères. Troisième, aujourd'hui, ça sera la 5e catégorie de revenus. Et troisième pour aujourd'hui, c'est le revenu agricole. Alors, les revenus agricoles sont exonérés lorsque le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de dirhams. Au-delà de 5 millions de dirhams, on applique une imposition temporaire au taux réduit, c'est-à-dire temporaire pour les 5 premiers exercices consécutifs. On applique un taux réduit de 20%. Alors pour la liquidation, la période, donc le contribuable est imposé chaque année sur son revenu global acquis au cours de l'année antérieure. Et le revenu salariaux assimilé de source marocaine, l'impôt est établi au cours de l'année de leur acquisition. Et toutefois, si le contribuable a déposé d'autres revenus pendant la même année, il devra régulariser sa situation en fonction de l'ensemble des revenus. Le lieu d'imposition, d'après l'article 72 du Code général des impôts, c'est le lieu du domicile fiscal ou bien du principal établissement au Maroc pour les sociétés étrangères. Donc le barème annuel, toujours les taux d'imposition, c'est 0 à 38%. Donc, inférieur à 30 000 dirhams ou égal à 30 000 dirhams sont exonérés de l'IR. Je parle de ça, c'est le barème annuel. Vous avez le barème annuel et en parallèle, vous avez le barème mensuel, ce qui s'applique sur l'IR sur salaire. L'IR sur salaire, il est payé, il y a la retenue à la source mensuellement. Et au-delà de 180 000 dirhams, vous payez 38%. Donc, vous avez 0%, 10%, 20%, 30%, 34%, 38% avec des sommes à déduire.
Pour les taux d'imposition, ça c'est juste une synthèse de tout ce qu'on a vu. Euh, il reste de voir le taux de 10% qui s'applique sur les produits bruts hors taxes versés par les entreprises marocaines à des sociétés étrangères non résidentes au titre des redevances pour la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets de marque, de fabrique ou de commerce, des rémunérations pour assistance technique 10%. Et là, vous avez la même chose que l'IS, également la retenue à la source pour l'assistance technique est 10%. Donc, c'est le même taux appliqué. Le revenu foncier imposable inférieur à 120 000 dirhams et en plus de 120 000 dirhams, on paye 15%. Vous avez le taux 15% dont on a vu tout à l'heure, qui s'applique sur les revenus des capitaux mobiliers et notamment sur les profits sur cession d'actions cotées en bourse, etc. Et nous avons le taux de 17% qui s'applique sur les rémunérations occasionnelles versées à des enseignants vacataires. Pour les enseignants permanents, on applique le barème. Nous avons le taux 20% dont on a parlé auparavant. Donc, il y a également le taux de 20% qui s'applique également sur les traitements et les salaires des employés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut de CFC, de Casa Finance City. Et cette imposition au taux libératoire de 20% est accordée pour une période maximale de 10 ans à compter de la date de prise de fonction des dites salariés. Et nous avons le taux de 30% qui s'applique sur les produits de placement à revenus fixes qui sont versés par des personnes physiques, salariés, fonctionnaires, retraités, forfaitaires, et les profits nets réalisés dans le cadre d'une cession d'un terrain, maintenant d'un terrain urbain non bâti. Si vous voulez, pour les profits nets fonciers autres que le terrain urbain, c'est-à-dire sur les immeubles par exemple, c'est 20% au lieu de 30%. Comme déduction d'impôts, nous avons d'abord les charges de famille. Alors, les charges de famille, à ne pas confondre avec les allocations familiales. Les charges de famille, c'est donc le montant annuel de la réduction pour charges de famille est de 360 dirhams. On prend l'épouse et les enfants. Donc, on parle de personnes et non pas donc il y a l'épouse et il y a les enfants. Le nombre de personnes à charge bénéficiant de la réduction reste limité à 6%, soit un montant de 2160 dirhams. Donc, si on multiplie 6 fois 360, on trouve 2160 dirhams. Ça, c'est les charges de famille. Il y a une autre déduction également, c'est les réductions au titre de retraite de sources étrangères. Une retraite, par exemple, quelqu'un qui dispose d'une retraite de sources qui émanent de la France, par exemple. Alors, le contribuable qui réside au Maroc et perçoit des pensions de sources étrangères, il bénéficie d'une réduction égale à 80% du montant de l'impôt dû au titre de sa pension, qui correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. Donc voilà, donc les contribuables, je parle des contribuables marocains ou étrangers, mais qui résident au Maroc, et ils ont une pension à l'étranger, ils bénéficient d'un abattement de 80%. Alors voilà pour la partie de l'hier, et je vous remercie pour votre attention.